Bienvenue. Dans l'industrie, une panne électrique, ça peut vouloir dire une chaîne de production à l'arrêt complet. Et souvent, la cause, c'est un simple câble, mal choisi ou mal installé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les canalisations électriques. Voyez ça comme le système nerveux de toute installation. Si on le maîtrise, on assure la sécurité et la fiabilité de tout un site. Alors, c'est quoi, au juste, une canalisation électrique? Oubliez tout de suite l'image du simple fil dans un tube. Non, c'est un système, un trio, indissociable. D'abord, il y a les conducteurs, les câbles. Eux, ils transportent l'énergie. Ensuite, il leur faut une armure pour les protéger. C'est le rôle des conduits. Et enfin, il faut une méthode, une manière d'installer tout ça. C'est le mode de pose. Si un seul de ces trois éléments est bancal, c'est tout le système qui risque de s'effondrer. Voilà le programme. On va commencer par le commencement, par le cœur du réacteur, le câble lui-même. Ensuite, on verra comment lui choisir une bonne armure, c'est-à-dire le conduit. Après, on regardera les différentes manières d'installer le tout avec les modes de pose. Et on finira par le plus important pour la sécurité, le dimensionnement. Comment choisir le bon calibre. C'est parti! Allez, première étape. On plonge à l'intérieur même du système. Avant de se préoccuper de la protection ou de l'installation, tout commence par celui qui transporte le courant, le conducteur. Et là, il y a une première distinction qui est vraiment essentielle. D'un côté, à gauche, on a ce qu'on appelle un conducteur isolé. C'est la base de la base, une âme métallique et un isolant autour. De l'autre côté, à droite, on a un câble. Un câble, c'est en fait plus complexe. Ça peut regrouper plusieurs conducteurs et surtout, ça ajoute des couches de protection supplémentaires. C'est une version, on va dire, tout-terrain. Au centre du conducteur, il y a l'âme. Et là, c'est le premier grand choix technique et économique, cuivre ou aluminium. Le cuivre, c'est le champion. C'est le meilleur conducteur. Il n'y a pas photo. Le problème, il est lourd et il est cher. En face, on a l'aluminium. Lui, il est plus léger, bien plus économique. Mais voilà, il conduit moins bien l'électricité. Chaque projet, c'est donc un arbitrage entre la performance pure et le budget. L'isolant, c'est bien plus qu'une simple gaine en plastique. C'est le bouclier de l'âme conductrice. Son rôle, bien sûr, c'est d'isoler, mais c'est surtout de résister à la chaleur. Un PVC classique, le plus courant, tient jusqu'à 70 degrés. Mais quand on a des applications qui chauffent, avec des courants élevés, on doit passer à la catégorie supérieure, le PR ou l'EPR, qui, eux, montent à 90 degrés sans problème. On s'est tous déjà retrouvés face à une référence de câble qui ressemble à un code secret, du genre H07RNF. On se demande ce que ça peut bien vouloir dire. Eh bien, ce n'est pas du charabia. Chaque lettre, chaque chiffre a une signification bien précise. Allez, on décode ensemble ce fameux H07RNF. C'est un grand classique dans l'industrie. Le H, ça veut dire qu'il est harmonisé, donc il répond à une norme européenne. Le 07, ça nous donne sa tension de service, 450-750 volts. Le R, c'est pour la nature de son isolant, du caoutchouc, de l'EPR. Le N, ça désigne sa gaine extérieure, ici du néoprène. Et enfin, le F, ça nous renseigne sur sa souplesse. Et voilà, en 5 secondes, on a la carte d'identité complète du câble. Ok, notre câble est choisi. Il a son âme, son isolant. Maintenant, il faut lui trouver une armure. C'est là que le conduit entre en jeu. Son boulot, c'est de protéger le câble des chocs, de l'écrasement, de l'humidité, bref, de l'environnement extérieur. Le problème, c'est qu'il existe une jungle de conduits. Des rigides, des souples, en métal, en plastique. Alors, comment on fait le tri? Comment un technicien sur le terrain sait quel conduit est le bon pour son application? Eh bien, comme pour les câbles, il y a un code pour s'y retrouver. Et il est encore plus simple. La première lettre nous dit si c'est un isolant ou un métal. La deuxième, s'il est rigide ou souple. Et la troisième, c'est son niveau de résistance au choc. Avec ce code, en un clin d'œil, on sait si le conduit va tenir le coup sur le chantier. Regardez bien cette image. C'est l'erreur de débutant par excellence. Mais elle peut coûter très cher. À gauche, l'installation est correcte. Les câbles ont de la place. À droite, le conduit est bourré à craquer. C'est une très mauvaise idée. Non seulement on risque d'abîmer les câbles en les tirant, mais surtout, ils ne pourront plus évacuer la chaleur. C'est la surchauffe assurée. Donc, il y a une règle d'or, une règle simple et non négociable. On ne remplit jamais un conduit à plus d'un tiers de sa section. Jamais. C'est cet espace libre qui permet au câble de respirer, de dissiper la chaleur et d'être installé sans être endommagé. C'est un principe de base pour une installation qui dure. Parfait. On a le câble, on a son armure. Passons au troisième et dernier élément de notre trio, la méthode. C'est l'art d'assembler les deux, autrement dit, le mode de pose. C'est lui qui définit comment la canalisation va s'intégrer dans son environnement. Et des méthodes, il y en a pour tous les goûts et toutes les situations. La plus classique, c'est sous-conduit. Mais on peut aussi les poser à l'air libre, par exemple sur un chemin de câble. On peut les cacher dans les murs, les organiser dans des goulottes.
et même les enterrer ou les immerger. Chaque contexte a sa propre solution. Et voici 2 exemples qui illustrent ça parfaitement. À gauche, on est dans une usine. Les câbles sont sur un chemin de câble à l'air libre. L'avantage, c'est facile pour la maintenance et surtout, ça refroidit très bien. À droite, c'est tout l'inverse. Le câble est enterré. Là, la priorité absolue, ce n'est pas le refroidissement, c'est la protection mécanique contre tout ce qui pourrait l'écraser. Le mode de pose et le type de câble sont intimement liés. Regardez, à gauche, on a un câble rigide, armé, le U1000 RVFF. Lui, il est fait pour du fixe. On le pose une fois, il ne bouge plus, par exemple pour alimenter un bâtiment. À droite, on retrouve notre H07 RNF, bien plus souple. Lui, il est conçu pour bouger, pour alimenter des machines portatives, des équipements de chantier. Bon, on arrive maintenant à la partie la plus cruciale, celle qui fait la différence entre une installation sûre et un risque d'incendie, le dimensionnement. Choisir la bonne section de câble, le bon calibre, ce n'est pas une question de confort, c'est une obligation de sécurité. Pour bien dimensionner, il faut jongler avec 2 valeurs. La première, c'est le courant d'emploi, qu'on note IB. Pour faire simple, c'est l'appétit de la machine. C'est le courant qu'elle consomme pour fonctionner normalement. C'est la demande du client, si on veut. Prenons un exemple concret. Sur ce schéma, pour le moteur qui est en bas, c'est facile. Son courant d'emploi, son IB, c'est 50 ampères. Par contre, pour le gros câble qui alimente toute l'armoire, on ne fait pas une simple addition de tous les courants. Non, on applique ce qu'on appelle un coefficient de simultanéité. Parce qu'on sait bien que toutes les machines ne tourneront pas à pleine puissance en même temps. Ça permet un calcul plus juste et plus économique. Et la deuxième valeur à connaître, c'est le courant admissible, noté IZ. Si l'IB, c'était la demande, l'IZ, c'est l'offre. C'est le courant maximum que le câble peut supporter en continu, sans surchauffer, sans que son isolant fonde, sans prendre feu. C'est la ligne rouge à ne jamais dépasser. Mais attention, l'erreur serait de croire que l'IZ est une valeur gravée dans le marbre. C'est totalement faux. La capacité d'un câble dépend de tout son environnement. Sa section, son isolant, bien sûr, mais aussi et surtout son mode de pose. Un câble tout seul à l'air libre pourra transporter beaucoup plus de courant que le même câble, coincé au milieu de 10 autres, dans une goulotte surchauffée. Son environnement impacte directement sa performance. Et tout ça nous amène à la règle ultime, la règle d'or de la sécurité électrique. Le courant admissible du câble, IS, doit toujours être supérieur ou égal au courant d'emploi, IB. Autrement dit, l'offre doit toujours être plus grande que la demande. C'est aussi simple que ça. Et c'est cette petite inéquation qui prévient les catastrophes. Au final, on voit bien qu'une canalisation électrique, ce n'est pas juste un tas de composants assemblés. C'est un système cohérent, un organisme vivant. C'est vraiment le système nerveux qui fait tourner une usine, qui éclaire un bâtiment. La vraie question à se poser à chaque fois qu'on en conçoit une, ou qu'on intervient dessus, c'est celle-ci. Est-ce que ce système nerveux est conçu pour être fiable et pour durer ? Ou est-ce qu'il porte déjà en lui les graines de sa propre défaillance ?